La présence de l'islam à Bruxelles est en constante évolution. Le premier embryon d'islam organisé remonte à la fin des années 50. Quelques étudiants pratiquants, plutôt engagés dans le pan-islamisme que dans l'idéologie pan-arabisme en vigueur à l'époque. Rejoints par un noyau de convertis de réfugiés albanais, créent un comité. Ce comité a été l'ébauche de ce qui allait devenir le futur centre islamique et culturel de Bruxelles. À la recherche d'un bâtiment adéquat pour l'exercice du culte, ils découvrirent le pavillon oriental situé dans le parc du Cinquantenaire et fermé depuis quelques décennies. Enthousiasmé par l'édifice qui avait des allures de mosquée, le comité remit en janvier 1962 une requête au ministre de la Justice afin d'obtenir le pavillon oriental pour la communauté musulmane de Belgique. Mais la demande resta lettre morte, vu que ce pavillon était considéré comme patrimoine historique. Le 29 mai 1967, quelques jours après l'incendie qui ravagea le grand magasin de l'innovation à Bruxelles, le roi d'Arabie Saoudite, Faisal, vint en visite officielle en Belgique. Touché par le sinistre, il annula le grand dîner qu'il comptait offrir à ses hôtes et versa une somme importante au fonds spécial d'aide aux victimes de l'incendie. En retour, le roi Baudouin aurait présenté le pavillon oriental en cadeau à la communauté musulmane de Belgique. En gage de la concession faite à la Belgique à la communauté musulmane, une cérémonie eut lieu à l'ambassade d'Arabie Saoudite, au cours de laquelle le ministre belge de la Justice remit symboliquement les clés du pavillon oriental au roi Faisal, protecteur des lieux saints de l'islam. Afin de collecter des fonds nécessaires à la remise en état de l'édifice, il fut jugé nécessaire de donner un statut officiel au centre islamique. Des statuts furent rédigés et une assemblée générale, composée d'ambassadeurs des pays à majorité musulmane, élit les administrateurs composant le bureau. Le 13 juillet 1969 fut signé l'acte de concession du bâtiment, cédé par bail amphithéotique, pour une durée de 99 ans. Durant les années où le pavillon oriental était en réfection, l'imam directeur, détaché et rétribué par la Tunisie, s'affaira pour obtenir la reconnaissance du temporel du culte musulman. Après diverses tractations et propositions de loi, celle-ci fut accordée en 1974, ouvrant ainsi la voie à une série d'avantages dont le premier fut l'organisation de l'enseignement de la religion islamique dans les réseaux scolaires officiels. À la fin des travaux, le 9 mai 1978, le centre, qui avait bénéficié des largesses de la famille régnante saoudienne pour les frais de rénovation, fut solennellement inauguré par Khaled d'Arabie Saoudite et par le roi Baudouin. En 1980, un institut de formation des imams et des prédicateurs dépendant du Conseil suprême des mosquées fut créé. Diverses personnalités du monde musulman vinrent y enseigner et donner des conférences. Les rentrées d'argent étant plus fluctuantes, le centre islamique et culturel, à la demande de son imam directeur, fut rattaché officiellement en 1982 à la Ligue islamique mondiale dont le siège est situé à la Mecque. Grâce à son lien plus formel avec la Ligue islamique, organisation internationale mais dans les faits sous tutelle saoudienne, le conseil d'administration du Centre islamique et culturel compta désormais 3 représentants de cette association internationale. Le Centre islamique et culturel est la véritable mosquée transnationale de l'agglomération bruxelloise. Récemment, sa gestion a été transférée à l'organe représentatif de l'islam, l'exécutif des musulmans de Belgique. Entre-temps, et ce, depuis le début des années 60, une immigration ouvrière d'origine marocaine et un rien plus tard turque s'installa à Bruxelles. La prière, qui peut être accompagnée dans n'importe quel endroit pourvu que celui-ci soit exempt de souillure, s'effectua dès lors dans les habitations. La Belgique encouragea assez rapidement l'immigration familiale, avec comme corollaire la nécessité d'infrastructures religieuses pour montrer la voie aux enfants.
L'achat d'un bâtiment en son aménagement en lieu de culte donnait le sentiment qu'on avait accompli un devoir envers Dieu en léguant aux jeunes un héritage religieux. À Bruxelles, la toute première salle de prière à l'initiative des immigrés marocains vit le jour en 1972, rue de Russie à Saint-Gilles. D'autres suivirent, telle la mosquée de Al-Muhajiroun d'Ixelles, Ja'far au boulevard Le Monnier, Al-Azhar rue du Botanique à Saint-Josse, Al-Ahl Allah près de la gare de Schaerbeek et les deux mosquées albanaises de Schaerbeek. An-Nour fut la première mosquée dont le bâtiment a été acheté en 1975. La multiplication des lieux de prière n'est pas seulement la conséquence de l'augmentation de la population musulmane, mais aussi de scissions au sein des mosquées dues à de divergences au sein du comité directeur. En ce qui concerne Molenbeek, des divergences à Al-Mustaqbal, la plus ancienne mosquée de la commune, donna naissance à Al-Muslimin et à Hamza. D'autres conflits amenèrent à la création de Al-Mutaqin et Al-Imran. Bien vite, la nécessité d'avoir un imam à demeure pouvant consacrer tout son temps à la fonction se fit sentir. D'autant plus qu'il était nécessaire de transmettre aux enfants la lecture du livre sacré et quelques fondements de la foi. La crise économique et le passage d'une vie active au chômage va inciter un processus de retour à une pratique religieuse plus assidue. En dehors de la salle des prières et de locaux affectés aux ablutions, la plupart des mosquées ont aménagé des salles de classe. Les mosquées turques ont également une salle où les fidèles peuvent discuter et consommer une boisson. Durant le ramadan, il est habituel que la mosquée serve des repas aux indigents, aux personnes sans famille et aux étudiants isolés. En 1982, la fondation religieuse turque voit le jour à Bruxelles comme association internationale dont les statuts sont comparables à celui du Centre islamique. La fondation, dépendant du directorat des affaires religieuses en Turquie, gère le patrimoine immobilier des communautés locales turques et désigne auprès de ces mêmes communautés des imams envoyés et payés par elles. À Bruxelles, deux mosquées sont affiliées à la fondation, la mosquée d'Anderlecht et celle de Schaerbeek. À Bruxelles, au moment où je rédige ce rapport, décembre 2020, on dénombre 63 mosquées ayant pignon sur rue, dont seulement 21 sont reconnues par les autorités, c'est-à-dire 1 sur 3. La plupart des 63 mosquées sont marocaines, mais à l'inverse de la Turquie, le Maroc n'était jamais parvenu à mettre une grande structure en place. Soucieux de maintenir un certain contrôle, il y a cependant le Rassemblement des musulmans de Belgique, le Conseil européen des oulémas marocains et le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. À côté des lieux de culte turcs, marocains et albanais, d'autres communautés pakistanaises, sunnites, chiites, africaines ouvrirent au fil du temps des mosquées. Des confréries religieuses, tant arabophones que turcophones, s'implantèrent à Bruxelles. Du côté turc, il y avait un local Naqshbandi à Schaerbeek, depuis longtemps disparu, et un internat Nurcu où les jeunes trouvaient un endroit pour étudier en toute tranquillité. Un soutien scolaire et une formation religieuse en accord avec les préceptes de la voie mystique. Les Süleymanji, une autre confrérie turque, achetèrent un imposant bâtiment derrière Tour et Taxi. Quelques Marocains adhérèrent aux voies Soufi Tidjaniya, Drqawiya et Issawiya, se réunissent pour la récitation d'oraisons, mais les deux branches les plus organisées sont les confréries Alawiya, qui eut durant de nombreuses années une Zawiya à Saint-Gilles, et à la confrérie Bouchishiya installée à Laken. Ces deux tendances mystiques connaissent l'adhésion d'une partie des convertis attirés par la spiritualité et la fraternité qu'elle propose. Les tendances piétistes et politico-religieuses trouvèrent ainsi le chemin vers Bruxelles. Durant les décennies 70-80, les mouvements des tablirs
né en Inde pour ramener des croyants majoritairement analphabètes à la pratique religieuse, s'implanta à Bruxelles. Privilégiant l'exemple de la bonne conduite au discours, l'essentiel de son activité est centré sur la réorganisation de l'existence des adeptes autour de la stricte observance des préceptes religieux, modelés sur le comportement du prophète. Les prédicateurs locaux, rejoints par des missionnaires en tournée originaires d'autres pays, est facilement reconnaissable à leur turban et aux deux pans retombant sur leur dos, arpentèrent les rues pour diffuser la bonne parole et n'hésitaient pas à entrer dans les cafés pour ramener à la mosquée les brebis égarées. Si le mouvement est strictement piétiste, il formait cependant, par son rigorisme, un terreau d'une mobilisation plus grande vers une action sociale ou politique religieuse. Avec la scolarisation des plus jeunes générations, le mouvement Tabrir perdit peu à peu son rôle d'initiateur à la foi. Mais le monde en mouvement, dès le début des années 80, Iraniens, Saoudiens se livrèrent une lutte sans merci pour prolonger en Occident leurs sphères respectives d'influence. Fin des années 80, début des années 90, des groupes idéologiques chiites tentèrent de s'accaparer des comités de direction de plusieurs mosquées bruxelloises. Quelques centaines d'immigrés marocains embrassèrent le chiisme et fréquentaient dans un premier temps la mosquée Azeri, rue de Genard à Molenbeek, avant l'ouverture de la mosquée Reda à Anderlecht. Mais aussi le mouvement des frères musulmans fait son apparition. La première organisation idéologique frère à Bruxelles fut l'association humanitaire pour la promotion de la jeunesse créée en 1988 et située à Saint-Josse. Ils se réunirent dans le local du Milli Görüş turc, proche idéologiquement. Une autre branche des frères musulmans, intitulée la Ligue interculturelle islamique, prit possession d'un bâtiment situé rue Saint-Gilles. Nombreux cycles de conférences sont organisés, parfois dans des grandes salles universitaires mises à disposition, avec des orateurs venant de tous les coins d'Europe et même au-delà. Différentes mosquées ont été ou sont sous leur influence. La Ligue d'entraide islamique, dont les membres actifs étaient principalement des étudiants ou ex-étudiants évoluant dans la sphère idéologique des frères musulmans, créa en 1985 la mosquée Khalil à Molenbeek, devenu le plus vaste et important lieu de culte musulman de l'agglomération bruxelloise, certainement depuis la gestion du centre islamique et culturel a été transférée à l'exécutif des musulmans de Belgique. Troisième mouvement à connotation missionnaire, après le Tablir, les frères, Tird est celui du salafisme, avec comme corollaire le wahhabisme, dont le développement se situa principalement à partir des années 90. Le salafisme revendique un retour à l'islam des origines fondées sur le Coran et la tradition prophétique et rejette l'interprétation fondée par les écoles juridiques. À l'instar des Tabliris, ils visent à imiter le prophète en tout, y compris dans leur façon de s'habiller ou de manger. Des boursiers parmi les jeunes issus de l'immigration et les convertis ayant effectué les études dans les universités de Médine deviennent, lors de leur retour, les propagateurs de cette doctrine. Touchant peu la première génération, elle s'implanta dans quelques mosquées et associations comme le centre Imam al-Bukhari, créé en 1999, le Jardin des Jeunes et le centre Al-Furqan, érigé en 2003. Durant 60 ans, on a assisté progressivement à la constitution d'un espace islamique urbain dont la mosquée ou la salle de prière constitue l'élément pivot. Les premiers commerces ont été les boucheries pour répondre à la demande grandissante de viande rituellement abattue. L'abattoir d'Anderlecht a des jours où des chaînes sont réservées à l'abattage rituel et lors de l'Aïd el-Kébir, diverses solutions ont été mises en pratique pour rencontrer à la demande, éliminer les déchets. Elles furent suivies par l'ouverture de boulangeries, certifiant la non-addition de substances illicites à leurs produits. Lors du Ramadan et des fêtes religieuses, celles-ci offrent un large assortiment de gâteaux traditionnels. Les cafés ne servent que des boissons non alcoolisées, offrir l'occasion aux hommes d'y passer le temps
et de rencontrer des amis, voire d'y conclure des affaires. Une observance plus sourcilleuse des préceptes religieux en matière de halal ouvrit la voie à l'installation de nombreux magasins devenus, pour certains, des supérettes, voire des véritables chaînes ayant des succursales dans différents quartiers. Le niveau d'éducation est largement supérieur à la première immigration et l'avidité de parfaire ses connaissances religieuses a permis l'ouverture de plusieurs librairies. À côté d'ouvrages concernant les différents fondements de l'islam, ainsi que leur interprétation, et de livres destinés aux enfants, sont également proposés des vêtements pour effectuer la prière, des tapis de prière, des montres annonçant les heures de prière, ainsi que les senteurs traditionnelles sans alcool. Des agences de voyage offrent désormais voyages et séjours all inclusive durant le pèlerinage. La propreté rituelle étant une obligation pour la prière, les quartiers à forte présence musulmane disposent de ou de plusieurs hammams fréquentés par les croyants qui ne disposent pas des commodités nécessaires chez eux, mais également de ceux et celles qui apprécient les bains à vapeur. Autre initiative est l'organisation d'un enseignement libre confessionnel musulman. La première école primaire fut El Razali en 1989. Depuis, d'autres structures ont vu le jour. Au début de la phase migratoire, c'est-à-dire dans le courant des années 60 et 70, les ressortissants des pays musulmans étaient principalement confrontés à des décès survenus accidentellement et les collectes suffisaient généralement pour couvrir les frais de rapatriement. Le vieillissement de la population musulmane ainsi que son hétérogénéité ont fait que le désir d'être inhumé auprès de ses proches a pris de l'ampleur. Vu l'interdiction légale de cimetières privés, la première parcelle confessionnelle musulmane fut aménagée au sein du cimetière de Schaerbeek, à côté du cimetière de Bruxelles. Voilà, en bref, les développements au sein de l'islam bruxellois. Et oui, l'islam bruxellois évolue.